Alors bonjour les amis, dans une nouvelle vidéo dans notre chaîne YouTube. Si vous aimez la vidéo, n'oubliez pas à nous abonner pour que vous bénéficiez de plus de vidéos éducatives. Le cours d'aujourd'hui est à propos d'un thème très important qui est l'hypercalcémie. On va commencer par une petite définition de l'hypercalcémie. Alors le mot hypercalcémie est divisé en trois parties. Hyper qui signifie plus et cal qui renvoie au calcium et émi qui signifie dans le sang. Donc, on peut définir l'hypercalcémie par des niveaux de calcium plus élevés dans le sang que les niveaux normaux, généralement plus de 10,5 mg par décilitre. Maintenant, le calcium existe comme un ion avec un double charge positif, ici le métal le plus abondant dans le corps humain. Et on va passer à une petite division de la répartition des calcium dans le corps humain. Environ 99% de ce calcium est dans nos os sous forme de hydroxyapatite, également appelé phosphate de calcium. Le dernier 1% est divisé de sorte que la majorité, environ 0,99, est extracellulaire, ce qui signifie dans le sang et dans l'espace interstitiel ou entre les cellules, et le 0,01% restant est intracellulaire. Des niveaux élevés de calcium intracellulaire provoquent la mort des cellules. C'est exactement ce qui se passe pendant l'apoptose, également appelée mort cellulaire programmée. C'est pour cette raison que la cellule dépense beaucoup d'énergie pour garder le taux de calcium intracellulaire bas. Maintenant, on va répondre à une question qui est comment le calcium pénètre à l'intérieur de la cellule. C'est à travers deux types de canaux aux portes. Le premier type sont des canaux ligands dépendants qui sont principalement contrôlés par des hormones ou neurotransmetteurs. Ces canaux sont ce que la plupart des cellules utilisent pour laisser le calcium à l'intérieur de la cellule. Et ce schéma représente approximativement le mécanisme d'action de ce type de canaux. En ce qui concerne le deuxième type, sont des canaux voltage dépendants qui se trouvent principalement dans les muscles et les nerfs, et aussi sont principalement contrôlés par les changements dans le potentiel de membrane électrique. Donc l'entrée et la sortie de calcium dans la cellule se fait à travers différents types de canaux. En ce qui concerne l'entrée de calcium dans la cellule, on a deux types de canaux comme on a déjà vu qui sont les canaux ligand dépendants et les canaux voltage dépendants. C'est pareil pour la sortie, le calcium utilise deux types de canaux qui sont des pompes à calcium dépendants de l'ATP ainsi que des échangeurs sodium-calcium Na+Ca+2. En outre, la majeure partie du calcium intracellulaire est stocké dans les organes comme les mitochondries et le réticulum endoplasmique lisse, et libéré sélectivement au moment volé comme vous voyez dans le schéma suivant. Maintenant, la majorité du calcium extracellulaire est divisée presque également entre deux groupes qui sont le calcium diffusible et le calcium non diffusible. Le calcium diffusible est séparé en deux sous-catégories qui sont le calcium ionisé libre et le calcium complexé. Le calcium ionisé libre est impliqué dans toutes sortes de processus cellulaires comme potentiel d'action des neurones, la contraction du squelette, aussi que la contraction des muscles lisses et cardiaques, la sécrétion d'hormones et la coagulation du sang qui sont étroitement régulées par des enzymes et des hormones. En ce qui concerne l'autre catégorie qui est le calcium complexé, qui est où le calcium est chargé positivement et lié de manière ionique à une minuscule charge négative des molécules comme l'oxalate qui est un petit anion trouvé en petite quantité dans notre sang. Le calcium complexé forme une molécule qui est électriquement neutre et assez petit pour traverser les membranes cellulaires. Mais contrairement au calcium ionisé libre, n'est pas utile pour les processus cellulaires. Enfin, on a le calcium non diffusible qui est lié à des protéines chargées négativement comme l'albumine et la globuline, et le complexe protéine calcium résultant est trop volumineux et chargé de traverser les membranes, c'est-à-dire ne peut pas traverser les membranes facilement, laissant cet calcium ne plus inclus dans les processus cellulaires.
Lorsque le niveau extracellulaire de calcium corporel change, il est détecté par une surface récepteur dans les cellules parathyroïdiennes appelées capteurs de calcium récepteurs. Cela affecte la quantité d'hormone parathyroïdienne qui est libérée par la glande parathyroïde. L'hormone parathyroïdienne ou PTH, appelée aussi parathyrohormone, amène les os à libérer du calcium et provoque la réabsorption de plus de calcium par les reins pour qu'il ne soit pas perdu dans les reins. Et enfin, le PTH entre dans la synthèse de calcitriol, également connu comme vitamine D dans sa forme active. À son tour, la vitamine D active augmente l'absorption du calcium dans le tube digestif. Tous ensemble, ces effets aident à garder le niveau extracellulaire de calcium dans un intervalle très étroit entre 8,5 et 10 mg par décilitre. Parfois, cependant, le niveau de calcium total dans le sang, qui comprend à la fois le calcium diffusible et le non diffusible, le sang peut varier un peu en fonction du pH du sang et du niveau de protéines. Cela se produit parce que l'albumine contient des acides amino-acides comme le glutamate et l'aspartate qui ont des groupes carboxyles qui sont dans le sous forme de CO- ou COH. Globalement, l'équilibre entre ces deux sous-formes change en fonction du pH du sang. Maintenant, quand il y a un pH faible ou une acidose, il y a beaucoup de protons ou d'ions H+ flottant en hauteur et beaucoup de ces groupes CO-. Choisir un proton et devenir COH. Plus de groupes COH rendent l'albumine plus chargé positivement et puisque le calcium est chargé positivement, ces deux se repoussent et cela diminue le calcium lié et augmente la proportion de calcium ionisé libre dans le sang. Donc, comme plus de protons se lient à l'albumine, plus le calcium ionisé libre s'accumule dans le sang et donc même si les niveaux totaux de calcium sont les mêmes, il y a moins de calcium lié et en même temps on a plus de calcium ionisé, ce qui est important pour les processus cellulaires et peut conduire à des symptômes de l'hypercalcémie. Maintenant, on va définir une notion très importante qui est la fausse hypercalcémie. Toute condition qui entraîne une hyperalbuminémie ou des taux élevés d'albumine fait qu'il y a une concentration plus élevée de calcium liée aux protéines, tandis que les concentrations de calcium ionisé libre restent essentiellement les mêmes en raison des règlements par l'hormone parathyroïdien. On parle alors de fausse hypercalcémie ou pseudo-hypercalcémie puisque la concentration du calcium complexé augmente mais la concentration du calcium ionisé libre reste la même. Mais cela est rare et peut arriver par exemple chez les personnes souffrant de déshydratation où l'albumine est très concentrée. On va maintenant vers les causes de la vraie hypercalcémie. Cause la plus commune est l'augmentation de la résorption osseuse ostéoclastique. Et cela est où les ostéoclastes décomposent l'os et libèrent du calcium dans le sang. Et voici ce schéma qui représente comment va se dérouler la résorption ostéoclastique. Cela peut arriver lorsque la glande parathyroïdienne devient envahie ou trop développée et libère plus d'hormones parathyroïdiennes. Une autre cause connue d'hypercalcémie sont les tumeurs malignes dont certains sécrètent une protéine apparentée à l'hormone parathyroïdienne appelée PTHrP, une hormone qui imite l'effet de la PTH qui stimule les ostéoclastes. À côté de ces cellules ostéoclastiques, il y a également les cellules ostéoblastiques qui sont les cellules de constriction osseuse. Et comme certaines tumeurs malignes provoquent la mort des ostéoblastes, aussi que la stimulation des ostéoclastes par le PTHrP, on aura des ostéoclastes surstimulés, sont assez des ostéoblastes et cela peut provoquer des lésions lytiques qui sont couramment observées dans certaines tumeurs malignes. Une autre cause d'hypercalcémie est l'excès de vitamine D, soit par le régime ou par des suppléments, ce qui peut causer une absorption excessive de calcium dans l'intestin. Enfin, il existe des médicaments comme les dirtiques qui augmentent la réabsorption du calcium dans le tubule distal des reins qui contribuent à l'hypercalcémie. Des niveaux élevés de calcium ionisé affectent une variété de processus cellulaires, notamment les neurones électriquement actifs. Normalement, les ions calcium stabilisent l'état de repos des canaux sodiques, ce qui les empêche d'ouvrir spontanément et en laissant les ions sodium entrent dans la cellule.
Avec des niveaux élevés de calcium extracellulaire, les canaux sodiques voltage dépendants sont moins probables d'ouvrir, ce qui le rend plus difficile d'atteindre la dépolarisation et rend le neurone moins excitable. C'est ce qui provoque que les réflexes deviennent plus lents ou absents, qui est un symptôme classique de l'hypercalcémie. Les tirs lents de neurones mènent également à ralentir la contraction musculaire, ce qui provoque une constipation et une faiblesse musculaire généralisée. Dans le système nerveux central, l'hypercalcémie provoque la confusion, des hallucinations et la stupeur. Dans la plupart des cas, quand il y a trop de calcium dans le sang, les reins essayent de le déverser dans l'urine, provoquant une hypercalcémie ou un excès de calcium dans l'urine. L'hypercalcémie entraîne une perte de liquide en excès dans les reins, provoquant une déshydratation, et la combinaison de l'hypercalcémie et la déshydratation peut conduire à l'oxalate de calcium ou calcul rénal. L'hypercalcémie est diagnostiquée sur la base d'un niveau élevé de calcium dans le sang, généralement supérieur à 10,5 mg par décilitre. Un électrocardiogramme pourrait avoir des changements comme la bradycardie, le bloc auriculoventriculaire, le raccourcissement de l'intervalle cardiaque et parfois dans le précordial conduit à l'apparition d'une vague d'Osborne. Pour identifier la cause, les tests de laboratoire sont généralement faits regardant l'hormone parathyroïdien, la vitamine D, le taux d'albumine, de phosphore et de magnésium. En cas d'hypercalcémie, l'objectif principal est d'abaisser le taux de calcium en utilisant des médicaments qui réduisent le calcium dans le sang. Une approche consiste à augmenter l'excrétion urinaire de calcium, ce qui peut être fait en réhydratant un individu qui provoque plus de calcium être filtré. En outre, les diurétiques de l'once peuvent être utiles parce qu'ils inhibent la réabsorption du calcium dans l'once de lait en laissant du calcium dans la lumière des néphrons pour être excrété. Une autre approche consiste à augmenter les troubles de l'excrétion gastro-intestinale en utilisant des glycocorticoïdes pour diminuer l'absorption intestinale de calcium, ce qui permet au calcium de passer à travers l'intestin sans être absorbé. Enfin, vous pouvez prévenir la résorption osseuse en utilisant du biphosphonate ou de la calcitonin pour inhiber les ostéoclastes. Maintenant, on va récapituler rapidement l'hypercalcémie. Une concentration élevée de calcium ionisé libre dans le sang, ce qui résulte plus souvent de l'excès de l'hormone parathyroïdienne ainsi que des tumeurs malignes. Des taux élevés de calcium provoquent des cellules excitables être moins excitables, ce qui entraîne une lenteur des réflexes et une faiblesse musculaire.